Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire sur ESAE TV. C'est votre émission préférée Info Hebdo qui fait le point de l'actualité, des informations sur les ESAE TV tout au long de la semaine. Pour ce numéro, je vous invite à suivre deux rubriques, à savoir la rubrique des infos en bref et le décryptage où je recevrai cette fois-ci un confrère. Sans plus tarder, entendons cette randonnée informative par la rubrique des infos. C'est un secret de Polichinelle, une vérité de la palisse. Depuis mercredi dernier, 7 organes de presse, à savoir Eden TV, iTélé, Sika TV, Béninoise TV, Unafrica, Chrétienne TV et Radio Soleil n'émettent plus. Ces organes ont été fermés par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Adam Bonitesi, président de la dite institution, reproche à ces organes un non-respect de la convention que chacun d'entre eux, en ce qui lui concerne, aurait signé avec l'instance de régulation. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu mercredi dernier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Athanase Guillaume Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, le gouvernement du Bénin réaffirme sa volonté à faire dégager tous les occupants des domaines publics avant le 31 décembre 2016. Désormais au Bénin, l'occupation des voies publiques à des fins cérémoniales est proscrite par l'État central. Outre cela, le gouvernement du nouveau départ compte démarrer une vaste campagne de salubrité sur nos plages. Une initiative qui, selon le ministre d'État, Pascal Irénée Koukwaki, sera pérenne. 1045 ACE du MAEP éparpillés sur toute l'étendue du territoire national ont revendiqué du lundi au mardi dernier le renouvellement de leur contrat d'agent contractuel de l'État. Des revendications qui se sont fait montre à travers plusieurs mouvements au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ainsi, on peut noter qu'ils ont passé la nuit du lundi au mardi dans la cour du dit ministère, afin d'exprimer leur attachement à ce renouvellement de convention. Ayant eu une séance avec le ministre Delphin Koudandé, qui leur a promis une avancée satisfaisante pour très bientôt, ils ont décidé de suspendre leur mouvement. Dans le cadre de l'assainissement de la ville de Cotonou à l'approche des fêtes de fin d'année, le préfet du département du littoral Modeste Toboula interdit du 10 décembre 2016 au 31 janvier 2017 la vente ambulante et à ciel ouvert des objets et autres articles de fête tels que les jouets. Ainsi, je reçois pour cette édition un confrère de ESAE TV. Il s'agit de Karl Kitome. Karl Kitome, bonsoir. Bonsoir, Carver. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, ensemble, pour cette fois-ci, nous ne serons que deux. Nous allons décrypter ensemble l'actualité. Nous allons parler de la suspension de 7 organes de presse qui suscite la polémique au sein de l'opinion. Nous allons également parler de ces opérations de déguerpissement annoncées par le gouvernement actuel et bien d'autres sujets d'actualité. Sans plus tarder, j'aimerais bien qu'on aborde très rapidement le cas de suspension de 7 organes de presse. Alors, comment avez-vous, en tant que professionnel des médias, perçu ou comment appréciez-vous cette suspension de 7 organes de presse par la HAC? Puisque nous avons, si vous le permettez de vous rappeler, nous avons 7 organes. Il s'agit de iTélé, Eden TV, Sika TV, Chrétienne TV, Béninoise TV, Unafrica et la Radio Soleil FM. Alors, pour ce qui est de la Radio Soleil FM et iTélé et Eden, la HAC leur reproche de ne pas respecter le cahier de charge, c'est-à-dire que dans la convention, ils devaient émettre à des sites au lieu d'émettre à Cotonou. Sika, il paraît que c'est une chaîne de droit française et qu'elle n'a reçu aucune autorisation au Bénin pour pouvoir émettre du Bénin. Les autres, il paraît que c'est des chaînes pirates qui opèrent dans l'illégalité. Alors, est-ce que vous êtes d'avis? Est-ce que vous comprenez que la HAC a peut-être raison selon vous, ou vous voyez peut-être une main invisible comme d'aucuns pensent? En tant que journaliste, je pense que nous n'avons pas recherché s'il y a des mains invisibles ou pas. Oui. Nous devons voir, nous référer aux tests relatifs aux droits des médias au Bénin. Et nous devons essayer de voir exactement ce qui se passe parce que c'est ça notre rôle. Nous sommes des historiens du présent. Et en la matière, je dirais que nous devons nous référer à notre breviaire de la presse béninoise qui est la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication au Bénin. Et cette loi dit en son article 4 que toute chaîne de télévision, de radio, de presse écrite, Oui. quelle qu'elle soit, Oui. émettant de n'importe où, si elle veut être présente au Bénin, doit se soumettre à la loi béninoise. Doit recevoir une autorisation. Doit se soumettre à la loi béninoise. C'est ce que dit l'article 4 du Code de l'information et de la Il doit communication. être autorisé par la HAC.
Il ne s'agit pas d'informer la RAC ou bien d'envoyer une... Aucunement. Voilà. Il n'y a aucune disposition qui demande d'informer la RAC. Mais il y a des déclarations préalables qu'il faut faire et obtenir un récépissé avant d'agir sur le territoire béninois. Et ces chaînes, vous avez cité une chaîne de droit français. Si cette chaîne devait émettre au Bénin, quelles que soient ses autorisations reçues sur la France, elle doit avoir une autre autorisation du Bénin avant d'émettre. Mieux, même si la chaîne émettait seulement à partir du Bénin, elle devait avoir l'autorisation de la RAC. Si elle n'émettait pas du Bénin, mais produisait cette émission à partir du Bénin, devrait forcément avoir l'autorisation de la RAC. Et si c'était les deux, ça va de soi qu'il faut forcément avoir une autorisation de la RAC. Concernant les chaînes pirates que la RAC a détectées, je n'ont reçu aucune autorisation. Quand nous parlons des chaînes commerciales, je pense que c'est l'article 238 du Code de l'information et de la communication du Bénin qui précise leurs conditions d'exercice. Et l'article 243 précise qu'elle peut être suspendue après 2 rappels à l'ordre si elle ne respecte pas la loi. Alors, tout à l'heure, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez statué sur le fond de la décision. Alors, sur la forme, est-ce que vous êtes des professionnels des médias qui pensaient que la RAC ne devait pas automatiquement suspendre et mettre sous scellé les installations et que la RAC peut-être devait les avertir d'abord, c'est-à-dire leur envoyer une copie et leur demander de se ranger, de se mettre en ordre, quitte à ce que s'ils n'obéissent pas dans les jours à suivre, de maintenant prendre l'acte, de passer à l'acte? Non, je vais aller plus loin. Je pense que si la télévision n'était pas commerciale, il y a d'autres dispositions que la télévision devait encore prendre. Et il y a l'article 249 qui précise qu'en cas de déménagement, si on changeait de siège, il fallait encore avoir l'autorisation de la RAC. Et j'estime que si toutes ces choses-là, si ces dispositions n'ont pas été respectées, la RAC est en droit d'agir. Et c'est seulement en ce qui concerne les chaînes commerciales que quand elles ne respectent pas la loi, elles peuvent être fermées après 2 rappels à l'ordre. Mais dans le cas d'espèce, je ne sais pas comment classer ces chaînes et je ne saurais dire exactement ce qui s'est passé dans la mesure où je n'ai vu personne parler des notifications faites par la RAC à ces organes de presse avant suspension. Mais quoi qu'on dise, en tant que professionnels des médias, nous sommes jaloux de notre liberté et la liberté de la presse est un acquis de ce pays démocratique que nous devons défendre bec et ongle. Et fidèle à ce principe, nous pouvons nous dire, nous pouvons demander à la RAC de revoir un peu sa copie. Sinon, si nous devons respecter les textes, je crois que si les informations que j'ai sont justes, la RAC a fait son travail comme il se doit. Alors, le citoyen lambda, c'est-à-dire celui qui n'est pas professionnel des médias, trouve qu'il y a une main invisible, c'est-à-dire c'est des fermetures politiques, parce que récemment, vous n'êtes pas sans savoir que Sébastien Germain Adjavon a été retenu à la brigade et il a été aux portes de la prison pour une affaire de drogue, de cocaïne. Après, il a eu la suspension de ce contrat. Donc, les gens se sont dit que c'est dû à un acharnement contre l'homme. Aujourd'hui, nous avons la fermeture de Sika TV, qui est sa propriété, de Soleil FM, qui est sa propriété. Est-ce que d'aucuns pensent que c'est un acharnement du pouvoir en place contre la personne du président du patronat? Je ne saurais le dire. De toute façon, moi, je n'aime pas entrer dans les polémiques. Et pour toutes les affaires que vous venez de citer, je crois que le droit a été dit. Et ça aurait été quelqu'un d'autre qui n'aurait même pas eu de bruit. Les gens seraient allés en prison tranquillement. Il n'y aurait pas eu des mesures qu'il y a eu. Donc, je pense qu'il y a quand même eu un traitement spécial pour le monsieur dont vous venez d'évoquer le nom. Sébastien Germain Adjavon. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu autant d'agitation autour. Si on fait confiance à notre justice, je crois qu'on aurait pu laisser la justice faire son travail sans mettre de pression sur qui que ce soit. Mais maintenant, si on ferme ces organes de presse, il faut voir le bien fondé des choses. Est-ce que ces organes ont respecté les tests? Si les organes n'ont pas respecté les tests, il leur revient seulement de se conformer à la loi. Et si ces organes se conforment à la loi et que la suspension perdurait, on pourrait interpréter autrement. Mais quand on parle du citoyen lambda qui parle, le citoyen lambda parle à partir de quoi? À partir de quel argument? À partir des arguments qui lui sont servis par les gens qui veulent faire de cette affaire d'autres affaires, qui veulent manipuler l'opinion. Justement. Et donc, moi, je trouve que c'est malveillant même de le faire. Les responsables de ces organes de presse doivent savoir ce qui leur est reproché, vont essayer de corriger le tir
Et là, on pourra vraiment, on pourra parler, on avisera. Je tiens à vous rappeler quand même que le SK TV a cherché à avoir des autorisations à l'ère du régime défunt, puisqu'il paraît que le président de la RAC, lors d'une interview accordée à École TV, a rappelé cela, que le régime et le président du patronat, Sébastien Germain Adjavon, avait demandé une autorisation pour sa télévision lors de l'ancien régime, mais qu'il ne l'a pas eu. Et il a demandé à ce qu'on lui accorde la période électorale, quand même, pour qu'il puisse émettre, et après on verra. Mais paraît-il que depuis c'est le statu quo. Non, mais je pense que pour obtenir une fréquence au Bénin, les appels à candidature sont lancés. Les gens fournissent des dossiers, il y a sélection, et les organes retenus ont l'agrément pour travailler et émettre normalement. Mais si elle n'a pas reçu l'autorisation, ça veut dire que son dossier ne respectait pas les normes. Son dossier ne respectait pas les dispositions, les conditions émises par la RAC. Donc, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Si leur dossier était correct, j'estime que sans favoritisme, ils auraient obtenu vraiment cette autorisation. S'ils ne l'ont pas, mais qu'ils attendent le prochain appel à candidature. Dans la mesure où même la dernière délibération est restée bloquée pendant des années. Les gens ont postulé, il y avait beaucoup de demandeurs de chaînes, mais ça a fait 2 à 3 ans, si ma mémoire est bonne, avant que ces chaînes ne puissent avoir l'autorisation. Et toutes ces chaînes ont patienté. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas patienter. Alors, M. Kalkitome, nous allons laisser un peu ce sujet de la RAC et nous allons parler très brièvement. Vous n'êtes pas sans savoir, excusez-moi, ma voix un peu cassée, vous n'êtes pas sans savoir que tout au long de cette semaine, il y a eu une seconde affaire de drogue qui a quand même agité l'opinion. Il s'agit d'une affaire de 54 kg de cocaïne découvert dans un conteneur d'un indo-pakistanais, et il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Et cette condamnation a suscité une myriade d'interrogations légitimes tant au sein des confrères qu'au sein de certains citoyens lambda qui ont même écrit au procureur de la République pour savoir si Sébastien Germain Adjavon n'avait pas eu un traitement de faveur, puisque les faits sont les mêmes que dans le cas de Sébastien Germain Adjavon et de celui de l'Indo-Pakistanais. Et pourquoi celui-ci, Adjavon, a reçu une relace et l'Indo-Pakistanais écope d'une peine d'emprisonnement de 10 ans? Est-ce que cela signifierait que le gouvernement en place a quand même joué en la faveur de Sébastien Germain Adjavon, qui, pour lui, était que le gouvernement, puisque d'après ce que les gens disent, c'est qu'ils pensent quand même que le gouvernement est à cette rousse? Ben, il revient à ceux qui parlent d'acharnement, de faire la comparaison et d'en tirer la conclusion. Voilà. Mais moi, je dirais une chose. Je crois que dans le premier cas cité de Komon Kadjaf, si la procédure avait été correcte, l'issue n'aurait pas été la même. Si la brigade portuaire ne s'était pas précipitée, avait associé l'OCETI dès le départ, et que les gens avaient eu la patience d'ouvrir le conteneur en présence de qui de droit, je suis sûr que l'issue n'aurait pas été la même. Mais paraîtrait-il qu'ici, le conteneur a été ouvert en absence, pas en présence de qui de droit? Paraîtrait-il? Parce que, écoutez, la conférence de presse qu'a donné Maître Kato Atita, il paraît que, d'abord, quand vous écoutez les deux, vous voyez que les faits sont identiques. Bon, c'est vrai. Et pourquoi deux verdicts différents? C'est vrai que les faits se ressemblent, mais moi, j'ai peur de tout ce qui a trait à la justice. Quand je n'ai pas eu l'opportunité de lire le fond du dossier, mais ils savent ce qu'ils ont écrit. Il y a eu un constat. Le procureur a statué selon des déclarations qui ont été faites. Et tant que nous n'avons pas connaissance des déclarations, il serait difficile de comparer, de dire que c'est exactement les mêmes conditions. Et donc c'est pour ça que je parle avec un peu de réserve. Oui, sinon, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un Béninois, il y a un concitoyen qui, en date du 30 novembre, c'est-à-dire il y a 3 jours, a écrit au procureur de la République de première instance du tribunal de Cotonou pour savoir ce qui s'est réellement passé, pourquoi les faits sont les mêmes et pourquoi Sébastien Germain Adjavon peut-être il a reçu une relace et comment on appelle, l'Indo-Pakistanais écope de 10 ans d'emprisonnement avec une amende, alors que les faits sont pratiquement les mêmes. Est-ce à dire que Sébastien Germain Adjavon a eu quand même un traitement de faveur, ou bien peut-être, comme un confrère l'a titré ce matin, c'est peut-être ces 24% qui ont pesé dans la balance du verdict? Tout cela est possible. Mais comme moi, je n'en ai pas la preuve, je ne veux pas en parler. Mais si... Admettons que ce soit vrai. En privé. Admettons que ce soit vrai. Oui. Mais est-ce que ceux qui trouvent que le gouvernement actuel, celui du nouveau départ, est en train de s'acharner contre le président du patronat, est-ce qu'ils ne voient pas que vraiment peut-être... Mais ils ont leur réponse. Ils ont leur réponse. Mais ils ont leur réponse. L'exécutif a quand même contribué à ce que le patron des patrons ne se retrouve pas derrière les barreaux. Moi, je ne veux pas répondre à leur place parce que moi, je n'ai jamais dit que le gouvernement avait mal agi, qu'il y avait acharnement contre Sébastien Adjavon. Et aujourd'hui, je ne saurais le dire. De toute façon, ceux qui l'ont pensé, qui ont fait toute cette publicité, tout ce tapage autour là, c'est à eux maintenant de faire la part des choses. Parce que honnêtement,
Moi, je crois qu'il y a eu trop d'agitation autour de cette affaire. Il y a eu relax. Mais je suis sûr, je suis convaincu que les autorités en charge du port autonome de Cotonou vont prendre les mesures pour que prochainement, les choses soient faites dans les normes et que la loi soit dite. Maintenant, en ce qui concerne l'Indo-Pakistanais, si ces avocats n'ont pas pu faire le travail... Quand bien même c'est la majorité des avocats qui ont défendu la première cause qui sont encore là. De toute façon, je suis sûr que le contenu du dossier n'est pas le même. Sinon, ça donnerait le même résultat. C'est presque identique. Alors, monsieur Karl, ce mot-là suffit déjà pour dire que ce n'est pas la même chose. puisque moi, je pense que c'est presque identique. Mais les gens parlent que les dossiers sont identiques. Alors, nous allons quand même laisser un peu ce dossier un peu sulfureux. Nous allons parler à présent du déguerpissement des domaines publics. Il paraît que le gouvernement a affirmé lors de son dernier point de presse du Conseil des ministres du mercredi dernier, le ministre d'État affirmait que tous les espaces publics occupés seront déguerpis ou seront dégagés avant le 31 décembre 2016. Alors, est-ce que vous ne voyez pas déjà une morosité économique drastique qui va se pointer déjà à l'orée du nouvel an, de l'année 2017, parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur les terres centraux, il y a des gens, des bandes d'âmes qui vendent, qui gagnent leur pain là. Nous avons l'essence frelatée qui est dans le Bayor, dont l'occupation des trottoirs est quand même, c'est le lieu où on en fait son vrai business. Alors, quand l'État décide de rafler tout cela, les boutiques, vous avez vu les boutiques qu'ils ont marquées, des boutiques, des coiffeuses, des tailleurs, alors, tout cela vont faire comment? Qui vont-ils faire alors qu'il y a eu des investissements qui ont été faits? Alors, comment percevez-vous quand même cette décision? Je vais partir d'un petit exemple. Oui. Je suppose que vous, monsieur Kader Achirou, oui, vous allez acheter un bas-fond, que vous bâtissiez un immeuble qui, après 3 ans, là, s'effondre. Oui. Qui accuserez-vous? Personne. Là, je sais que c'est un bas-fond. C'est pareil. Tout le monde sait que la loi n'autorise personne à occuper le domaine public. Plus est, quand on parle de l'essence fluoratée, d'abord, c'est un commerce illicite. Illicite. Mais légal, oui. Et je dis, non, illicite et demeurera toujours illicite. Maintenant, il faut voir un peu comment les gens exposent leur business. Au bord de la voie, un produit hautement inflammable. Hautement inflammable, oui. Qui est exposé à tout vent, qui est exposé à la circulation. N'importe qui, en faisant une mauvaise manœuvre, peut finir dans les installations. Et vous savez, ça prend toujours feu. Ça prend toujours feu, oui. Nous avons plusieurs cas. C'est des gars qui occupent tout le trottoir, obligeant les piétons à aller disputer la chaussée avec les voitures, mettant ainsi leur vie en danger. Et je suis d'accord qu'on doit faire quelque chose. Même si la manière est forte, il faut quand même quelqu'un pour le faire. Il faut le faire un jour. Ça fait des années qu'on a pris des décisions pour dégager la voie publique. On ne l'a pas fait. Les gens étaient allés louer des boutiques parce qu'on les a laissés, ils ont laissé les boutiques, ils sont revenus au bord de la voie. Je crois qu'il est temps de faire tout ça. C'est douloureux. Mais je pense qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Moi, je partage votre vision quand je trouve que le Bénin sera bientôt à l'image le Cotonou sera à l'image de Lomé. Parce que quand vous allez à Lomé, vous voyez quand même qu'il n'y a pas d'occupation anarchique, ou il n'y a pas d'occupation, comment on appelle. Mais il n'y a pas ce genre de truc dans une ville qui se respecte simplement. C'est pas dans une ville qui se respecte, il n'y a rien de ce genre. Mais je vais vous donner un petit exemple. Oui. Quand vous arrivez à Verdocor et que vous devez faire le tronçon, rue Lapin, Carrefour Fnaï, je vous jure, il n'y a pas de trottoir. Les vendeuses exposent leurs marchandises jusque sur la chaussée. Oui. À des endroits, c'est des restaurants qui occupent toute la... Donc tout ça, le nouveau départ ça va sécuriser les marcheurs. Les piétons seront sécurisés. Et moi, je trouve que c'est salutaire. C'est une bonne Maintenant, décision. Depuis que cette idée est en train d'être agitée, je crois que chacun devrait essayer de prendre des dispositions. Mais vous savez, dans les pays qui se respectent, les chaussées sont bien libres dans la journée. Mais le soir, les gens viennent s'installer. Et c'est des installations temporaires, ce n'est pas définitif. Le matin, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a eu un commerce là. Mais ça, au moins, ça respecte le droit des autres. Parce qu'en fait, ceux qui le font sont en train d'empiéter sur le droit des autres. Et il faut forcément respecter le droit des autres avant de prétendre. Quand vous essayez de les conscientiser, ils sont prêts à s'en prendre à vous parce qu'ils estiment que c'est de leur droit qu'ils sont installés. C'est une légalité. Et comme ici au Bénin, personne n'aime respecter la loi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à quelqu'un... À un gouvernement qui veut instaurer l'état de droit.
On n'a qu'à apprendre à respecter la loi, puis nous allons réclamer maintenant nos droits. Parce que l'individu a aussi des droits qu'il peut revendiquer. Tout à fait, et comme nous sommes pris par le temps, j'aimerais quand même, j'aimerais pas finir sans évoquer cette décision issue du dernier Conseil des ministres, qui est celle d'interdire l'occupation des voies publiques pour des manifestations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Cotonou, les gens bloquent des voies d'État, on bloque des voies 40, parce que peut-être on est en train de faire un cérémonial, il s'agit peut-être d'un mariage, d'un enterrement. Vous savez, il suffit qu'on aille avoir une autorisation à la mairie, on met juste une pancarte là pour mettre quoi rouge et c'est fini, c'est-à-dire on fait la fiesta. Et le gouvernement pense quand même que l'interdiction de cette occupation des voies publiques à des fins cérémoniales peut être une ouverture pour le secteur privé, pour que désormais on aille vers le secteur privé pour louer des places publiques pour des fêtes. Ce n'est pas que Cotonou. Je crois qu'à Porto Novo, c'est pire qu'à Cotonou. Mais je crois que c'est presque... Je ne vais pas insulter les gens, mais c'est grave ce qui se fait. Comment on peut se permettre, parce qu'on veut enterrer son père, bloquer une voie publique pendant 3-4 jours? Mais c'est irraisonnable à mon avis. Et moi, je pense, même avant ce gouvernement, sous le président Soglo, des tentatives avaient été menées pour suspendre ce genre de manifestation. Mais ça n'a pas été fait. Et les Béninois continuent de le faire. Je pense que c'est l'heure de respecter la loi. Libérons les voies publiques. Attelons-nous à produire pour développer notre pays. Et ce serait pour le bonheur. Nous allons souffrir quelques années. Mais si le gouvernement respecte ses engagements envers les populations et que les populations se rangent du côté du gouvernement à le soutenir et à condamner tout ce qui est négatif, je crois que le Bénin se porterait mieux. Ok, merci Karl Kitome. Ce sera sur ce message de Karl Kitome qui recommande aux concitoyens de libérer les espaces publics quand nous allons juste en souffrir partiellement, que je mets un terme à cette émission hebdomadaire sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons samedi prochain pour un autre numéro et avec d'autres confrères ou un autre confrère. Merci et agréable week-end à vous.